l'actualité ivoirienne, le 12e congrès du PDCI-RDA pour l'élection du nouveau président de ce parti politique. Sur 4419 électeurs, environ 3600 ont voté. Le président sortant, Aimé Henri Konan Bédié, le candidat à sa propre succession, a été réélu. Il a obtenu plus de 3000 voix. Le ministre du Tourisme, Roger Kakou, était il y a quelques jours en France dans le cadre du Top Reza, salon professionnel du tourisme et de voyage. Roger Kakou a profité pour présenter les atouts touristiques de la Côte d'Ivoire. Le panel de haut niveau de l'Union africaine sur l'égalité du genre et l'autonomisation de la femme en Afrique organisé ici à Abidjan a pris fin. Il a demandé aux pays africains de prendre en compte les préoccupations des femmes dans leur politique de développement. Le magazine de ce dimanche sera consacré à la question de l'autonomisation économique de la femme ivoirienne. Et pour en parler, nous allons recevoir Mme Élise Ira Ouattara, coordonnateur des cellules et organes consultatifs au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Elle est magistrate de formation. Madame, à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Dans l'actualité ivoirienne, dans le 12e congrès du PDCI-RDA pour l'élection du nouveau président de ce parti politique, sur 4419 électeurs, environ 3600 ont voté. Le président sortant, Aimé Henri Konan Bédié, candidat à sa propre succession, a été réélu. Il a obtenu plus de 3000 voix. Thomas Guessambi a suivi ce 12e congrès pour RTI 1. Longue aura été la nuit électorale du 12e congrès ordinaire du PDCI-RDA. Prévu pour 21h, c'est à environ 1h du matin que le scrutin démarre. Garantie de transparence oblige selon le bureau du 12e congrès. Les candidats, tout comme les congressistes, votent dans l'ordre, la discipline et la transparence. Ensuite vient l'heure du dépouillement. Plus de 150 urnes à découvrir avec les exigences de la transparence. Les premiers résultats commencent à tomber à 3h du matin de ce dimanche 6 octobre. Un seul nom domine, le candidat Henri Konan Bédié, président sortant du parti, candidat à sa propre succession. Le dépouillement prend fin 5 heures après, les résultats sont implacables. Nous avions comme inscrits 4419 personnes. Comme votants, 3759 personnes, soit un taux de participation de 85%. Ont obtenu le candidat Konan Kwadjo Bertin, 115 voix, soit 3,07%. Le candidat Didier Madi Alphonse, 123 voix, soit 3,29%. Et le candidat Aimé Henri Konan Bédié, 3489 voix, soit 93,29%. Voici les résultats de ce congrès. Le nouveau président du PDCI-RDA s'appelle Aimé Henri Konan Bédié. Les congressistes pro-Bédié, sans doute avec les données de leur calculette, n'attendent pas les résultats officiels pour savourer leur joie. Le bureau du congrès, en donnant les tendances, prévoit une cérémonie de clôture cet après-midi pour bien faire les choses. Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan a échangé avec Daniel Jouanneau de la Cour des comptes de Paris et Dan Varenne-Guèche, ancien ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, et une délégation venue de la Corée du Sud. Les échanges ont porté sur l'efficacité des services de protocole en Côte d'Ivoire, le développement des échanges commerciaux et le renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Angleterre et entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. Hugues Hervé Blé. Le Premier ministre et son hôte, Daniel Jouanneau, ambassadeur conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes de Paris, ont parlé de l'organisation du protocole d'État en Côte d'Ivoire. Le protocole étant celui qui permet aux hautes autorités de l'État de remplir leur mission de la façon la plus efficace. Des idées ont été émises au cours de cette audience pour son organisation de façon rationnelle.
Au cours de la seconde audience, l'ancien ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, Aidan Warren Gash, a invité le Premier ministre à participer en Angleterre à un forum économique. Programmé pour cette fin de mois d'octobre, il vise à promouvoir les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. La dernière personnalité reçue en audience par le Premier ministre à cette fin de semaine est le vice-président du groupe Colon. Chang Oshin a présenté au Premier ministre les projets du groupe Colon pour la Côte d'Ivoire. Lors de cette rencontre, ils ont évoqué l'intérêt très ferme du groupe Colon de participer dans l'établissement d'une usine pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Le deuxième point concerne une société de leasing en partenariat avec une institution de développement qui est sur le point d'aboutir. Et le troisième point, c'est de développer un programme agricole en Côte d'Ivoire. Les projets du groupe Colon en Côte d'Ivoire, groupe coréen, pourraient s'étendre prochainement au traitement de l'eau et à l'énergie, a annoncé son vice-président. Autre information et deuxième grand titre de cette édition, le ministre du Tourisme Roger Kakou était il y a quelques jours en France dans le cadre du Top ESA, le salon professionnel du tourisme et de voyage. Roger Kakou a profité pour présenter les atouts touristiques de la Côte d'Ivoire. Il a également présenté les nouvelles dispositions prises par le gouvernement en matière de tourisme. Kwasi Mamadou. C'est l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Paris qui a accueilli cette rencontre du ministre du Tourisme et les tours opérateurs. Il s'agissait pour Roger Kakou de rassurer les professionnels du tourisme et surtout présenter les nouvelles dispositions prises par le gouvernement ivoirien afin de promouvoir le tourisme. Au nombre de ces dispositions figure selon le conférencier l'amélioration de l'indice de sécurité, la réhabilitation et la construction de complexes hôteliers ainsi que la reprise des vols intérieurs par Air Côte d'Ivoire à partir de novembre 2013. Soutenu par son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et par les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en France, en Allemagne et en Russie. Le ministre du Tourisme a annoncé la réduction du coût du visa touristique qui passe de 112 000 francs CFA à 35 000 francs CFA. Mieux, le document pourrait être établi à l'aéroport d'Abidjan. Roger Kakou souligne qu'en 2012, ce sont plus de 200 000 touristes qui ont visité la Côte d'Ivoire, essentiellement dans le cadre des affaires. Il faut donc, selon le conférencier, mettre un accent sur l'écotourisme, le tourisme événementiel et les loisirs, afin d'atteindre les 500 000 touristes annuellement. D'ici quelques mois, on verra une amélioration sensible de l'environnement, du secteur du tourisme, de l'offre du secteur du tourisme, et ce sera couplé bien sûr avec un programme de promotion, de distribution, de commercialisation des différents produits que l'on mettra sur le marché pour les visiteurs étrangers et pour les visiteurs locaux, c'est-à-dire le tourisme interne bien évidemment, parce qu'on souhaite ne pas négliger le tourisme interne qui, lui, est très important, qui participera à la politique de réconciliation. En retour, les participants constitués essentiellement de responsables hôteliers, d'agents de voyage et de promoteurs touristiques se sont dit confiants à reprendre la destination Côte d'Ivoire après les années de crise. Les échanges ont permis à la délégation ivoirienne de présenter officiellement les innovations apportées au CITA 2014, Salon international du tourisme d'Abidjan, un événement qui a sa 4e édition, qui se tiendra du 4 au 9 février 2014, sous le thème Renaissance du tourisme ivoirien. Les ferrailleurs de Côte d'Ivoire ne veulent plus travailler dans le désordre, ils veulent être plus que jamais professionnels. Les artisans ferrailleurs se sont donc réunis au sein d'une fédération pour mieux défendre leurs intérêts. Mamadou Kwasi. C'est en 1956 que l'activité de vente de la ferraille a démarré en Côte d'Ivoire. 57 ans plus tard, le secteur a du mal à décoller face aux nombreuses difficultés. Aujourd'hui, il s'agit pour les acteurs de ce secteur de fédérer leurs efforts afin de sortir de l'informel. Pour réussir ce pari, une fédération a été mise en place. On nous identifie par les petits voleurs. C'est-à-dire quand on parle de ferraille, on pense que la ferraille c'est les voleurs. On n'a rien à voir avec ça. Nous sommes des personnes sérieuses. Nous sommes aussi des opérateurs économiques comme les transporteurs, comme les commerçants. Leur initiative est saluée par le gouvernement. Pour les ministres en charge de l'artisanat et de la sécurité, ce secteur représente une marge importante pour l'économie nationale. Il les exhorte à s'unir afin de bénéficier du soutien de l'État de Côte d'Ivoire.
C'est effectivement par la force de votre union que vous pourrez démontrer à l'État votre contribution réelle au développement de l'économie nationale. Vous constituez donc un maillon essentiel de l'économie nationale. Une puissante force qui est aujourd'hui en mesure de contribuer valablement à nos réflexions et agir dans le cadre de la stratégie du ministère à l'égard des artisans. Dans tous les grands pays, des gens ont commencé dans la ferraille et ils sont devenus des grands industriels. Il faut vous prendre au sérieux. Quel que soit le métier que vous choisissez, il faut le faire très bien. Quand le président parle de l'émergence, il pense aussi aux ferrailleurs. En 2014, les chantiers vont commencer à sortir et avoir des résultats qui vont impacter votre vie au quotidien. Progressivement, tout le monde va s'en sortir. C'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait une vision pour chacun. Il faut qu'il y ait un horizon pour chacun. Il faut qu'il y ait une perspective pour chacun. Il faut qu'il y ait un lendemain meilleur pour chacun et pour l'enfant de chacun. Estimé à plus de 30 000, les ferrailleurs exercent sur plusieurs sites dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Des sites qui ont besoin d'être modernisés afin d'offrir plus d'emplois et un service de qualité aux populations. Autre sujet, une vaste opération de marquage des armes a démarré ici à Abidjan, à la base navale de Lokodjo. Une action de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion en collaboration avec l'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. L'opération de marquage des armes a démarré à la base navale de Lokodjo avec le groupement de sécurité du président de la République, GSPR. Elle consiste à incruster sur l'arme le logo de la CEDEAO, le code de l'unité à laquelle l'arme appartient ainsi que le numéro de série. L'opération permet d'identifier par la suite l'utilisateur de l'arme. Pour le commandant second de l'unité de sécurité du président de la République, cette opération participe à la réforme de l'armée. Que les gens comprennent aussi que la Côte d'Ivoire n'est pas en maille de tout ce qui est de tout le processus au niveau de la CEDEAO. C'est une décision qui a été prise par l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO et donc la Côte d'Ivoire doit se lancer dans ce processus. Il faut que ça commence quelque part. Le directeur de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, est satisfait du déroulement de l'opération. Et c'est un processus que nous souhaitons pouvoir faire sur l'ensemble du territoire pour que désormais l'État de Côte d'Ivoire puisse savoir combien d'armes il dispose, où ces armes sont localisées et ensuite quelles sont les unités utilisatrices de ces armes. Et c'est ce qu'on appelle le processus de traçabilité. Ça va d'une part décourager les vols, ça va décourager le trafic et ça va également permettre de constituer une base de données fiable quant aux armements et aux arsenaux des pays. Le marquage d'armes permet d'établir la responsabilité des commandants quant à l'affectation et à l'utilisation des armes marquées. Le processus s'étendra sur l'ensemble du territoire national durant tout le mois d'octobre. L'ONUCI et la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre comme notre ALPC, partenaires de l'ADDR, ont pris part à cette cérémonie de marquage des armes. Tout à fait autre chose, une nouvelle campagne s'est ouverte pour le cacao. Le prix Borchon est passé de 725 francs CFA à 750 francs CFA. Bonne nouvelle donc pour les paysans. Mais en attendant, avec Noël Nyagno, faisons le point des acquis de la campagne 2012-2013. Avec un prix garanti de 725 francs CFA le kilogramme pour la campagne principale de cacao et 700 francs pour la campagne intermédiaire, les producteurs ivoiriens ont perçu 1017,71 milliards de francs CFA au titre de l'exercice 2012-2013. À l'origine, un système électronique des enchères pour la vente anticipée. 78 opérateurs, 15 intermédiaires, 52 négociants et 11 broyeurs locaux ont été mis à contribution. Avec ce système, la Côte d'Ivoire a commercialisé plus d'1 400 000 tonnes de cacao sur la période allant du 3 octobre 2012 au 23 septembre 2013, soit une baisse de 1,59% sur la période passée. Quant aux exportations, elles sont évaluées à 1 467 830 000 tonnes, soit un bond de 5,17% par rapport à la campagne passée. Signalons à ce niveau que plus de 182 000 tonnes sont issues de la récolte 2011-2012. Le prix moyen CAF coût assurance fret est passé de 1 178 francs à 1 222 francs.
On enregistre aussi une augmentation de 3,7%. Autre acquis, le conseil agricole. L'accent a été mis sur la formation des producteurs, sur les notions de qualité, des techniques de régénération, de replantation du verger et des bonnes pratiques agricoles. À ce niveau, les différents objectifs du gouvernement ont été parfaitement réalisés. L'équivalent de 770 000 hectares d'insecticides ont été gratuitement distribués aux producteurs. 380 000 producteurs ont bénéficié de pesticides et 1871 applicateurs ont été formés. 28 054 producteurs ont bénéficié de semences améliorées à hauteur de 23 654 hectares sous forme de cabosses. 140 000 producteurs ont été sensibilisés dans près de 5 000 localités et 516 parcelles pilotées ont été mises en place et sont fonctionnelles. En ce qui concerne la lutte contre la maladie du Shoot, 5 830 parcelles nouvellement infectées ont été répertoriées. Pour l'appui à la commercialisation, il a été distribué 5 700 000 sacs pour un coût de plus de 4 milliards de francs CFA. Le Conseil du café cacao a réalisé dans le cadre du FMIR, Fonds d'investissement en milieu rural, des infrastructures communautaires dans plusieurs domaines, dont la réhabilitation de 5000 km de pistes de desserte agricole, l'acquisition de 16 ambulances pour un coût total de 480 millions de francs CFA au profit du ministère de la Santé. La réhabilitation aussi de centres de santé, la construction de 30 salles de classe, de 16 logements de maîtres, de latrines et de cantines scolaires. La réalisation de forages équipés de pompes pour un coût de plus de 1 milliard de francs CFA dans 29 départements. Notons aussi la réhabilitation des brigades de gendarmerie dans les départements de Soubré. Un projet d'énergie solaire est mis en œuvre dans les départements de San Pedro et d'Abangourou pour un montant de 83 millions de francs CFA. Pour faciliter la rentrée scolaire et encourager l'excellence à l'école, les cadres membres de l'Union pour le développement économique et social de Bodo-Aoussicro, dans la commune de Didiévi, ont lancé l'opération Un cadre, un kit scolaire d'écoliers. Cette action s'est déroulée il y a quelques jours en présence du maire de Didiévi. Témoin pour RTI 1, Abou Sanogo. Mobiliser la communauté villageoise autour de l'école et soutenir les parents d'élèves pour les dépenses de la rentrée scolaire 2013-2014 est, selon Naté Kwasi, président de l'Union des cadres de Bodo, l'essentiel de ce qui a motivé la grande mobilisation des fonctionnaires et opérateurs économiques de la localité. L'opération Un kit scolaire pour chaque enfant est, selon lui, un premier pas vers la mobilisation totale des cadres de la commune de Didiévi autour de la prise en charge scolaire des élèves en difficulté. Une opération qui, au regard de la grande mobilisation des élèves et parents, aura tenu toutes ses promesses. 35 bons élèves de Bodo-Aoussicro ont reçu, au cours de cette cérémonie d'action sociale, des prix d'excellence pour saluer leur mérite. C'est avec joie que ces élèves méritants ont remercié les adultes d'avoir pensé à eux. Pour le maire Beibro Henri et Yao Omer, représentant de l'inspecteur de la circonscription de l'enseignement primaire de Didiévi, cet exemple des cadres de Bodo-Aoussicro est à saluer. Pour eux, l'école ivoirienne doit ainsi bénéficier de l'attention de chacun pour que l'objectif de 100% d'enfants scolarisés d'ici 2015 prôné par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique soit effectif. Des rencontres sportives très disputées ont mis fin à cette journée de mobilisation autour de l'école. La Fédération des enseignants du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire était face à la presse à Bouaké. Elle a honoré la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, pour le relèvement du niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire. Mais selon cette fédération, il reste l'intégration de certains enseignants volontaires à la fonction publique. Kwadjo Kwame, RTI Bouaké. La Fédération des enseignants du secteur éducation-formation, FESEFSI, dernier-né des syndicats dans la famille éducative, compte apporter sa pierre à l'édification de la nouvelle école ivoirienne. Au cours d'une rencontre avec la presse, le secrétaire général de la FESEFSI a salué les efforts consentis par la ministre Kandia Camara pour rehausser le niveau du système éducatif ivoirien. Ouattara Souleymane est revenu sur le cas des enseignants volontaires non intégrés à la fonction publique. Le responsable syndical a souhaité la réinsertion sociale de ses camarades par la DDR. La FESEFSI a félicité le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour les dispositions prises afin de la réussite de l'année scolaire 2013-2014. Encourage et soutient
la volonté du ministre de l'Éducation nationale à intégrer les enseignants contractuels à la fonction publique, salue la méthode participative du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique face aux syndicats. La FESEFSI a invité tous les syndicats frères à s'associer pour la résolution des problèmes du système éducatif ivoirien. Le secrétaire général s'est enfin félicité de l'introduction de l'école intégrée dans l'éducation en Côte d'Ivoire. La ville de Gagno a désormais un orphelinat. Il vient d'être inauguré en présence de l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Ce centre a été réalisé par une organisation non gouvernementale ivoiro-allemande. Thérèse Tapeyoboué. Aider les enfants déshérités en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif que s'est assigné une ONG ivoiro-allemande, Div Kinder, qui vient d'ouvrir un orphelinat à Gagnois. Il est situé au quartier Soleil. Emmanuel, c'est le nom de l'orphelinat, inauguré en présence des autorités politiques, administratives, ainsi que de l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, son Excellence Karl Prinz. Le maire de la ville de Gagnois, Bamba Medji, a mis en exergue l'excellence des relations d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne et la présence de l'ambassadeur d'Allemagne à l'inauguration de cet orphelinat en est l'illustration. Kragbe Erna est la présidente de l'ONG Div Kinder. Elle a dit sa joie et sa fierté de servir les enfants déshérités de Gagnois afin de faire d'eux des adultes responsables de demain. Le secrétaire général 1 de préfecture a appelé les uns et les autres à soutenir ce projet qui manquait cruellement à Gagnois. Il a par ailleurs adressé une doléance à l'ambassadeur d'Allemagne pour la construction d'une clôture pour sécuriser les lieux. Karl Prinz a profité de cette occasion pour féliciter la Côte d'Ivoire qui retrouve la confiance de la communauté internationale après la crise post-électorale. 25 élèves orphelins ont par ailleurs reçu des kits scolaires de l'ONG. Le calvaire des populations de Nango-Dongbo dans le département de Bondoukou à cause du manque d'eau courante dans leur localité va bientôt prendre fin. Elles bénéficieront d'un château d'eau, une promesse du chef de l'État lors de sa visite dans le district du Zanzan. Kwasi Mamadou. Depuis des décennies, elles ont consommé et utilisé l'eau de cette rivière dans les différents ménages. Aux populations de Nambo-Dongo, dans le département de Kounfao, à l'est de la Côte d'Ivoire. Cette eau a causé plusieurs maladies, notamment le ver de Guinée, faisant du département l'un des plus infectés par le ver de Guinée en Côte d'Ivoire. Dans quelques semaines, la consommation de cette eau non traitée ne sera plus qu'un lointain souvenir. Les populations bénéficieront d'un château d'eau et de bornes fontaines. Une promesse du président de la République, Alassane Ouattara, faite lors de sa visite dans le district du Zanzan. Le député de la sous-préfecture de Boaï a expliqué aux populations que par la réalisation de ce projet, le chef de l'État veut améliorer les conditions de vie des populations, surtout celles des zones rurales. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, après 50 ans d'indépendance, des populations continuent toujours de boire l'eau du Marigot. Ça, c'est inacceptable. Le gouvernement du président Alassane Ouattara n'oublie personne. Et tout le monde est aligné à la même enseigne. En preuve, aujourd'hui, dans ce petit village de Dongo, vous allez avoir de l'eau potable. Le ver de Guinée, nous disons au revoir et adieu. Anzoumana Moutaï les a exhortés également à soutenir les actions du président de la République en se mettant au travail pour ainsi contribuer au développement de la nation ivoirienne. Propos soutenus par le sous-préfet Koulibaly Daouda avant de demander aux parents de rendre effective la scolarisation de la jeune fille et la déclaration des enfants à la naissance. Avec l'électricité, l'école, le centre de santé et bientôt l'eau courante, Nango Dongo est en train de bâtir timidement mais sûrement son développement. La Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire a 50 ans. Les festivités se tiendront en novembre prochain à Yamoussoukro. Mais avant, les membres de cette organisation réfléchissent sur les enjeux de ce cinquantenaire. Michel Digré. Créé en 1957 par des Européens désireux de partager avec des jeunes Africains l'enthousiasme et la fierté d'appartenir à une communauté débarrassée de tout complexe racial ou religieux, la Jeune Chambre de Côte d'Ivoire est officiellement liée à la Jeune Chambre internationale en 1963. En 50 années, elle a réalisé plusieurs projets sociaux dans tous les secteurs d'activité. Le cinquantenaire de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire permettra d'impulser une nouvelle dynamique à cette organisation.
Cette année, la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire a décidé de marquer un arrêt pour revisiter son passé, son histoire, réaliser ses acquis et se projeter dans l'avenir. C'est dans ce cadre que nous organisons donc les festivités de ce cinquantenaire à Yamoussoukro du 22 au 23 novembre 2013. La Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire enregistre plus de 950 membres actifs repartis dans 29 organisations dans 22 villes du pays. La ville de Bondoukou vient d'abriter une cérémonie de remise de dons, de consultations médicales gratuites et de prières. Ce programme a été initié par Bishop Kouma Odette, fondatrice du ministère international de la grâce et de la délivrance. Témoin pour RTI1, Thérèse Tapeyoboué. Ils sont venus nombreux des villages et communes de la région du Gontougo pour prendre part à ce programme de spiritualité, d'hommage, de consultation médicale et de dons. Ce programme a été initié par Bishop Kouma Odette, fondatrice du ministère international de la grâce et de la délivrance. Elle était accompagnée de pasteurs ivoiriens et canadiens, programme au cours duquel elle a exhorté les populations du Gontougo à se donner à Dieu pour le salut de leurs âmes et à l'amour. On ne peut pas dire que nous aimons Dieu si nous n'avons pas la possibilité de témoigner son amour envers nos prochains. Ma part, en tant qu'homme de Dieu, je crois que je suis neutre et je peux rassembler le maximum. Et je crois aussi que plus nous sommes là pour pouvoir manifester l'amour de Dieu, nous sommes aussi capables aussi de les amener à oublier et aller de l'avant. Dans cette rencontre de prière, d'évangélisation, Bishop Kouma était à Bondoukou, les bras chargés de vivre et de non-vivre, qu'elle a partagé à des pasteurs, chefs traditionnels, notables, ainsi qu'à de nombreuses autres personnes. Les populations ont également bénéficié de consultations gratuites en ophtalmologie. Les fidèles, touchés par cet acte hautement spirituel et social, ont exprimé leur gratitude à leur fille, tout en lui souhaitant plein succès dans son ministère. Originaire de la région du Gontougo, Bishop Kouma Odette entend à travers ce programme témoigner de l'amour de Dieu et assister ses parents. Il s'agit également de les exhorter à prôner l'union, la cohésion sociale, la paix et adhérer au processus de réconciliation nationale pour le développement de la région du Gontougo et partant pour toute la nation ivoirienne. Après la région du Gontougo, Bishop Kouma envisage parcourir les autres régions de la Côte d'Ivoire pour la même cause. Parlons maintenant de la fête de moisson de l'église Jérimoyama du christianisme céleste de la Riviera 3, une tradition dans cette église pour permettre aux fidèles d'exprimer leur reconnaissance à Dieu. Serge Gangomé, Gabriel Zanilou. Prédication sur l'importance de faire des offrandes à Dieu, vendre des œuvres de charité, passage des anges et remise d'offrandes sont les temps forts de cette fête. La célébration de la fête des moissons à la paroisse Jérimoyama, terre sainte de la Riviera 3, la 12e du genre. Pour nous, peuple de Jérimoyama, la nouvelle alliance terre sainte, nous sommes en jeu avec les anges moissonneurs pour présenter à notre Seigneur, à notre Dieu, le Dieu de Chofa, pour lui témoigner toute notre gratitude pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour nos enfants, pour nos familles proches et lointaines, en nous présentant tous les dons à travers la charité. L'église du christianisme céleste n'est ni catholique ni évangélique. Elle dit être une église révélée avec des règles particulières. Révélée parce que cette église a le don de recevoir le Saint-Esprit, que la Bible déclare qu'une église qui n'a pas de révélation, c'est comme un peuple sans frein. Ici, par exemple, pour venir à l'église, vous devez rester. Pour les non-ouins, ceux qui n'ont pas une responsabilité, une charge, vous devez faire au moins 24 heures après avoir eu des intimités avec votre épouse. Vous restez chez vous et c'est 24 heures après que vous pouvez arriver au temple pour prier. Et si vous êtes ouin, c'est-à-dire si vous avez tous ceux qui portent des sangs, doivent observer 72 heures. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu saint. Nous n'avons pas le droit de consommer le porc sur toutes ces transformations. Nous n'avons pas le droit de consommer une viande qui contient du sang. Des paroisses sœurs venues des communes de Yopougon et de Koumassi, ainsi que des musulmans ont pris part à cette célébration. Fondée à Porto Novo, au Bénin, en 1947 par le révérend Samuel Biléou Joseph Ochofa, l'église du christianisme céleste est présente aujourd'hui dans plus de 100 pays.
Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler de l'autonomisation économique de la femme ivoirienne. Et pour en parler, nous recevons Madame Élise Ira Ouattara, coordonnateur des cellules et organisations consultatives au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Elle est magistrate de formation. Madame Ouattara, merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous entendez par autonomisation économique de la femme? Merci, Monsieur Assa. L'autonomisation économique de la femme, eh bien, c'est leur permet de participer au processus de production afin de pouvoir profiter du fruit de leur travail dans des conditions idoines, notamment par l'accès à la production, aux sources de crédit et de financement qui vont permettre à ces femmes de pouvoir contribuer au bien-être de leur famille, de leur communauté. Et cela n'est pas encore une réalité. Et votre question nous amène à la fameuse question du genre. Avant d'en parler, qu'est-ce que vous entendez par le genre? Eh bien, le genre, pour moi qui suis un fonctionnaire du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, je vous donnerai une réponse institutionnelle, puisque c'est une notion qui varie selon les personnes qui en parlent. Mais l'État de Côte d'Ivoire a élaboré et adopté en 2009 un document de politique nationale genre. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est une approche de développement, c'est-à-dire c'est une manière d'atteindre le développement en réduisant les inégalités entre les hommes et les femmes. Mais en fait, on passe par la réduction des inégalités entre les riches et les pauvres, entre les jeunes et les personnes un peu plus âgées, entre les différents groupes sociaux. Et dans l'analyse qui a été faite en Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte que toutes ces vulnérabilités ne pouvaient qu'être concentrées qu'autour des hommes et des femmes. Donc la Côte d'Ivoire, dans son approche genre, cherche à équilibrer les droits et toutes les possibilités qui sont offertes aux citoyens pour que les hommes et les femmes de Côte d'Ivoire puissent participer de façon efficace au développement. Et c'est tout cela la question du genre. C'est ça. Exactement. Alors, nous sommes partis d'une situation culturelle. Par le passé, la femme était toujours en arrière-plan. Désormais, ça ne doit plus être le cas. La femme, bon, elle a toujours été là. C'est vrai que culturellement, on a toujours cet adage qui dit derrière un grand homme se trouve une grande dame. Nous, on voudrait que derrière, à côté d'un grand homme, il y ait une grande dame. Désormais. Mais la femme, sa valeur est reconnue. Il n'arrivera à personne dans un village de dire que les femmes ne sont pas essentielles à la production agricole, à l'éducation des enfants, à l'enrichissement des besoins de la communauté. Quand on est malade, les premiers soins sont apportés par les femmes. Leur rôle est indéniable. Seulement, on n'arrive pas à évaluer cela. Je vais vous donner un exemple. Si vous dites à un homme dont l'épouse est au foyer, qu'il y a une femme au foyer, est-ce que votre femme travaille? Il vous dit non, elle est assise à la maison, bon, je caricature un peu, elle mange ma nourriture, mon sac de riz, elle n'apporte rien. Alors que elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la cuisine, de l'entretien de la maison, et il y a des États comme le Danemark, le Canada, qui ont considéré cela comme le travail invisible, c'est-à-dire cela a un coût. Si elle doit prendre une servante, si vous deviez prendre un répétiteur, si vous deviez prendre un gardien ou bien du personnel de maison, vous alliez savoir que la femme qui est au foyer, elle contribue effectivement à l'amélioration des conditions de vie et que cela doit être quantifié. Donc, la question de l'autonomisation de la femme, c'est une question vraiment ordinaire et on a besoin en fait de pouvoir bien l'expliquer pour que toutes les parties prenantes, aussi bien les collectivités, les communautés traditionnelles que même les intellectuels se rendent compte qu'il ne s'agit pas d'une question féministe à la base, c'est une question de développement. Alors, très bien, donc parlons donc de l'autonomisation de la femme. Est-ce que leurs besoins ont été identifiés, ce qui leur permettrait de se libérer, de s'affranchir, de se réaliser, de pouvoir parler d'autonomie justement financière? Exactement, les besoins étaient identifiés. On s'est dit, pour pouvoir accéder à l'autonomisation économique, il faut déjà améliorer l'accès à la scolarisation des petites filles.
et faciliter l'alphabétisation des femmes d'un certain âge qui n'ont pas eu cette chance. Déjà, c'est un plus. Pour que la dame de la coopérative du marché d'Abobo ou bien d'Angré puisse savoir qu'est-ce qu'elle peut faire de son activité économique, comment elle fait pour ouvrir un compte d'épargne, comment elle fait pour lire un chèque, une ordonnance, c'est important. Après, on a identifié la question de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, qui est un véritable fléau. Et cela a d'ailleurs poussé la Côte d'Ivoire, dans le mois de juillet, à lancer la campagne africaine pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Parce que ce n'est pas possible qu'elle puisse produire si elle meurt en couche. Et on a identifié également la facilitation de l'accès aux sources de financement. Parce que comme elles ne sont pas dans un secteur formalisé, il est difficile pour pouvoir accéder aux sources de financement ordinaires que sont les banques commerciales. Donc, les États, notamment en Côte d'Ivoire, on a mis en place plusieurs mécanismes pour pouvoir permettre aux femmes de pouvoir disposer de ressources nécessaires pour conduire une activité qui permette de les valoriser, de relever leur dignité et de leur permettre aussi d'être des acteurs, des actrices de développement. De fond, nous allons en parler tout à l'heure. Alors, jusqu'en 2015, il est prévu une forme d'égalité entre l'homme et la femme. Je veux dire égalité sur le plan social. 2015, ce n'est pas loin. Si jusque-là, rien n'est fait. Après 2015, madame, qu'entendez-vous faire pour permettre à la femme de se réaliser? Les réflexions sont en cours. On avait lancé 8 objectifs pour le millénaire du développement. Il ne faut pas que réfléchir, il faut agir. Et justement, on s'est rendu compte, à l'approche de l'échéance de 2015, comme vous l'avez rappelé tantôt, que de nombreux indicateurs n'étaient pas favorables. Donc, il était important de mener une réflexion. Après 2015, qu'est-ce que nous faisons? Et dans le monde entier, aussi bien au niveau des grandes organisations comme l'ONU ou au niveau des organisations régionales comme la CEDEAO, l'Union africaine et même des États, on est en train de mener des réflexions. Qu'est-ce que nous ferons après 2015 pour que la question de l'accès aux sources de revenus, l'accès à l'éducation, en réalité, tout cela se résume à la lutte contre la pauvreté, soit une réalité et qu'on ne soit plus dans des grands débats, dans des grands discours, pour qu'on puisse arriver effectivement à apporter ce qu'il faut aux populations. Alors, au niveau du continent africain, est-ce qu'il y a un pays africain justement qui a réussi cela? Permettre à la femme d'être au même niveau social que l'homme? Les pays s'y essayent. Nous avons l'exemple du Rwanda, du Burundi, de l'Afrique du Sud, à côté de nous, du Sénégal, qui ont adopté des législations qui permettent aux femmes d'avoir la possibilité d'accéder à des postes de responsabilité à un nombre assez raisonnable, qui fait que elles sont effectivement là au moment où on prend les décisions. Mais il y a d'autres indicateurs qui ne sont pas encore réglés. Presque tous les pays d'Afrique souffrent de la question de la violence basée sur le genre, les questions de mutilation génitale féminine, les viols, les questions de discrimination salariale, les questions de discrimination à l'embauche même tout simplement, continuent d'être le lot commun de plusieurs pays d'Afrique et même du monde. Alors, madame, nous allons suivre ce reportage, le panel de haut niveau de l'Union africaine sur l'égalité de genre et l'autonomisation de la femme en Afrique, qui a été organisé ici à Abidjan. Il est demandé aux pays africains de prendre en compte les préoccupations des femmes dans leur politique de développement. Et c'est un reportage de Gabriel Zanilou. Les femmes travaillent beaucoup en Afrique pour plus d'équité, d'autonomie, mais elles n'y arrivent pas. Où ça coince? Le comité scientifique du premier panel sur l'égalité de genre, tenu à Abidjan, a fait des recommandations consignées dans un document appelé Déclaration d'Abidjan. Le combat pour la promotion de genre et l'autonomisation de la femme en Afrique continue. C'est donc une affaire à suivre par les femmes pour que les recommandations se concrétisent, car des disparités persistent encore en Afrique. Le salaire des femmes se situe entre 23 et 75% du salaire des hommes. On fait beaucoup de réunions, beaucoup de forums, on prend des résolutions, on fait des recommandations, mais la mise en œuvre, au niveau de la mise en œuvre, ça coince toujours. Parce que
On dit qu'il faut sensibiliser, mais ça ne se fait pas en général, ou ça se fait vraiment trop peu. Les résolutions doivent être véritablement appliquées. Si elles doivent être appliquées, je pense que le panel aura été meilleur. Sinon, ce serait inutile. Tout n'est pas fini. Selon le ministre ivoirien de la Solidarité, l'heure des actions vient de sonner avec ce panel. Votre engagement commun montre bien que l'espoir est permis. En ce qui concerne la question de l'égalité de genre et l'autonomisation économique de la femme dans le contexte de l'agenda post-2015, nous pouvons affirmer sans embâche que l'objectif fixé au panel est atteint. En effet, il a constitué un cadre de réflexion particulièrement riche à l'analyse des questions de genre, des questions de paix et de sécurité, d'autonomisation économique des femmes et de gouvernance ont également été abordées sous des aspects très pragmatiques. La déclaration d'Abidjan demande que les normes sociales africaines soient reformées. Elle suggère aussi aux États membres de l'Union africaine d'assurer la protection des femmes, des filles et des enfants contre toute forme de violence dans un continent qui peine à trouver la sécurité. Madame Ouattara, est-ce que vous étiez à ce panel? Oui, monsieur Assa, je suis la présidente du comité scientifique du panel de haut niveau sur le genre. Très bien. Alors, la ministre a dit tout à l'heure que les objectifs sont atteints. Il y a des intervenants qui ont dit qu'il ne faut pas que réfléchir, il faut agir. Et ils ont tout à fait raison. Et je rejoindrai Madame le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant en disant que ce panel de haut niveau, ce n'est pas justement un panel ordinaire. C'est un panel qui a reçu comme participants des personnalités de haut rang à un niveau décisionnel, qui ont travaillé pour enrichir les décisions que les chefs d'État d'Afrique auront à prendre dans leur prochaine session. Donc, la déclaration d'Abidjan et toutes les résolutions qui ont été prises l'ont été sous un format très pragmatique. On a constaté qu'effectivement, on peut tenir énormément de réunions et dès qu'on en sort, on oublie même pourquoi est-ce qu'on était allé à ces réunions. C'est une vérité que tout le monde reconnaît. Donc, on a fait en sorte que les recommandations soient vraiment celles qu'il faut. La question de la budgétisation selon le genre, c'est-à-dire quand vous êtes en train d'élaborer le budget de la RTI, est-ce que vous tenez compte des questions des besoins sexo spécifiques? Est-ce que lorsque vous êtes en train de travailler au niveau de la RTI, vous faites la répartition des tâches de travail, vous tenez compte de la question des égalités de genre, parce que on n'est pas tous pareils à la RTI. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des handicapés, il y a des personnes âgées, il y a des personnes plus jeunes. Quels sont les horaires que vous allez coordonner? Et quelles sont les qualifications qu'il faudrait? Tout ça, c'est du genre. Donc, les experts qui se sont réunis, ce ne sont pas des personnes qui sont venues à l'école. Elles sont venues faire un partage d'expériences de très, très, très grande qualité pour que les chefs d'État puissent disposer d'un outil au cours de leur prochaine session ordinaire à Addis Abeba. Vous avez pris en compte tout ça au niveau du panel. Alors, pour être plus concret, est-ce que les moyens sont mis à la disposition des femmes pour la réalisation de leurs projets? Oui, en Côte d'Ivoire, le président de la République, son excellent monsieur Alassane Ouattara, a vraiment mis tout ce qu'il fallait pour que les femmes de Côte d'Ivoire, surtout celles qui sont les plus pauvres, celles qui sont dans la couche la plus vulnérable, puissent disposer d'un minimum d'appui pour réaliser leurs activités. Et nous avons deux fonds. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAPSI, qui est conduit par Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Et nous avons le fonds de développement de la femme qui se trouve au niveau du ministère de la Famille. Donc ces deux fonds sont des outils d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Et nous avons un ensemble d'outils d'information, de communication que nous sommes en train de développer pour que aucune femme ne soit ignorante de l'existence de ces fonds. Est-ce que ces femmes sont informées de l'existence justement de ces fonds? Voilà. Parce qu'on a constaté que... Est-ce qu'on mène une campagne de communication il faut, pour qu'elles soient informées dans certaines régions, surtout les régions les plus reculées, les femmes ne sont pas encore au fait de l'existence de ces fonds. Donc, l'heure est à l'information. Ces fonds existent.
Ils sont opérationnels depuis des années pour ce qui concerne le fonds du ministère. Et il y a 1 an que le FAPSI est en train de travailler. Donc, il faut que les femmes de Côte d'Ivoire, quel que soit l'endroit où elles sont sur le territoire, puissent avoir cette information et toucher les structures déconcentrées, décentralisées pour pouvoir obtenir leur financement. Madame Élise Ira Ouattara, merci d'avoir accepté chez notre invitation et merci d'œuvrer franchement pour l'épanouissement de la femme en Côte d'Ivoire. Fin de ce magazine, de ce dimanche, c'est également la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, lundi, vous avez rendez-vous avec Delphine Blas.